avaler l'os. On nous demande effectivement... Merci pour votre voix. J'étais obligée de crier fort parce que moi-même je ne... Merci beaucoup, merci. Alors, le philosophe va interroger le sujet parce qu'il s'agit de transmettre. Quand on veut transmettre, c'est-à-dire qu'il y a en face quelqu'un à qui on veut donner quelque chose, c'est la notion du don. Mais on peut aussi se demander si cette personne est prête à prendre le don ou pas. C'est un cadeau. Hier, on a parlé de bonbons. C'est notre ami Anna Mbeng qui le disait. On vous donne le bonbon, mais est-ce qu'on doit le prendre ou ne pas le prendre? Retenez bien mes propos, puisque je fais beaucoup dans l'allégorie pour que vous compreniez mon propos, tout simplement. On peut vous donner quelque chose, vous l'acceptez ou vous refusez. Et vous savez très bien que nos enfants nous échappent parce que nous n'avons pas la même culture ou nous avons les mêmes racines, mais après, chacun diverge, il y a des branches. Mais ce qui est très important, et Yaya le disait aujourd'hui tout à l'heure, c'est le baobab, et ta fille disait les racines qui nous font, ce sont nos valeurs, c'est la fondation. Je voudrais tout simplement rapidement vous donner une esquisse, et après une esquisse, puisqu'on a des enseignants, on a des parents, etc., pour comprendre ce que c'est qu'effectivement la transmission et la parentalité. Dans la parentalité, il faut parler du rôle fondamental de la famille dans la transmission des valeurs. Nous avons beaucoup de familles qui démissionnent. J'enseignais à Évry et des jeunes filles m'ont dit, M. Sissoko, je pense qu'ils sont démissionnés. Je l'accepte. Ils sont démissionnés, c'est-à-dire qu'on leur a pris les enfants, etc. La famille comme première école de vie. Et je parle souvent, je taquine souvent des parents qui sont mal éduqués. Comment voulez-vous qu'ils transmettent? C'est la théorie de 1968, il est interdit d'interdire, qui a été la plus grande absurdité de la philosophie ou de la pensée de 1968. Ce n'est pas parce que nos parents nous ont frappés que nous sommes mauvais. Ils frappaient de façon ciblée et aujourd'hui on leur dit, vous l'avez très bien dit, les mutations sociales font qu'on éduque autrement. On ne frappe plus, mais on interdit, on sanctionne autrement. Donc c'est à nous d'apprendre ça aux parents. On ne naît pas parent, on le devient. Et c'est extrêmement important de savoir ces petites choses-là. L'autre chose que je voulais dire tout simplement, c'est la socialisation primaire. Le respect des aînés, la solidarité, le sens de la communauté. C'est important. Souvent, les Africains et les Caraïbéens pensent que c'est l'apanage des Africains. C'est faux. On a parlé de tradition orale qui a toujours existé dans la Grèce antique, qui a toujours existé. On est avec la parole, avec le cri. Ce n'est pas l'apanage des Africains. Il faut aussi arrêter de vouloir tirer le drap du côté des Africains. En Afrique, il y a dans l'initiation ce qu'on appelle des rites de passage. C'est le maternage. C'est d'abord, avant que la maman n'accouche, c'est la grossesse. On accompagne la femme dans sa grossesse, on lui apprend les interdits, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, etc. Donc c'est un travail préparatoire. C'est pourquoi en Occident, et mon amie Colette doit connaître ça, quand les femmes accouchent seules ici, il y a effectivement un petit traumatisme, une inquiétude, parce que la grand-mère n'est pas là, et la femme a beaucoup de gris-gris autour, et du point de vue de l'hygiène. Colette, si je me trompe, tu me dis, hein, tu es ma spécialiste. Hein. Il y a aussi mon ami Oumifal, si je me trompe, tu lèves le doigt, je te donne le micro, hein, pas de problème. Donc ces femmes avaient des gris-gris qui protégeaient le bébé et la maman. À l'hôpital, j'ai enseigné qu'il faut négocier. On ne le coupe pas tout de suite, violemment, parce que c'est une violence de couper. Parce que vous le coupez à ses racines. Vous le coupez à ses racines. Donc il y a une façon de faire. Donc il y a ça. La transmission orale de l'éducation informelle, ça existe partout à travers le monde. Vous avez aussi les contes. Les contes, les proverbes, les rites, vous avez parlé de la traduction, qui est extrêmement importante. Et je voudrais ici saluer mon professeur, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est l'un des premiers, effectivement, à théoriser la théorie de la traduction, qui est très, très importante. Je ne vais pas philosopher ici. Alors, nos enfants, c'est très simple quand j'enseigne la parentalité. Je dis aux parents, nous, nos parents n'étaient pas riches, mais ils avaient une certaine sagesse. Le soir venu, on est autour de la grand-mère.
qui nous racontaient des histoires. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les vidéos, etc. Donc, on était autour de la famille, notamment du pilier qui est la grand-mère, qui transmettait. Maintenant, ça s'est perdu. Mais on peut le retrouver sous différentes formes. Et c'est ça l'intelligence du parent. Et Yaya le dit très très bien. C'est pourquoi j'adore son ouvrage sur le baobab, etc., où il nous entraîne effectivement dans son éducation du village, les péripéties, les interrelations, les branches, jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui un des spécialistes effectivement du dialogue interreligieux et interculturel en Île-de-France et en France. Voilà, ce n'est pas pour le flatter, je ne flatte jamais les gens, j'ai dit ce que je pense, nous sommes des intellectuels et nous travaillons les textes. Donc, les parents, le soir, au lieu d'être sur vos vidéos, vos téléphones, prenez 1 minute pour discuter avec vos enfants. Aujourd'hui, il y a une crise de l'éducation, il y a une véritable crise de l'éducation et les enseignants ont peur des enfants. Parce que tout simplement, ils ne sont pas dressés au sens de Alain. Et je convoque ici mon ami Fatimata, dresser c'est rendre droit. Et c'est Alain qui le dit. Alain, quand j'ai donné mon cours à l'université à l'UFM de Franche-Comté, j'avais des professeurs que je formais et j'ai dit qu'un enfant, il faut le dresser. J'avais fait exprès. Ils m'ont dit, oh, quelle catastrophe, on ne dresse pas les enfants. Alors moi, je suis têtu et borné. Il y avait un gros Robert, un dictionnaire que je suis allé chercher et j'ai dit, lisez-moi, qu'est-ce que dresser? Dresser, c'est rendre droit. Si vous laissez un enfant, comme là par exemple, vous voyez, hein, ça va dans tous les sens, mais je suis tolérant, vous plantez un arbre, vous le laissez faire, il prend toutes les tangentes. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui collez ce qu'on appelle un tuteur. Il prend la direction. Qu'est-ce que nous voulons quand on est parent? C'est de donner à l'individu, parce qu'on est individu, et après dans un processus nous devenons personne. C'est Amadou Hampâté-Bâ qui le dit très bien, même si je ne suis pas d'accord avec les théories de Amadou Hampâté-Bâ, parce que si on le suit, Jean-Pierre et moi qui avons plus de 60 ans, c'est à 63 ans qu'on sera adulte. C'est pas possible. Hein? Vous connaissez les 7 rites de passage chez Amadou Hampâté-Bâ. J'adore Amadou Hampâté-Bâ, mais je vous ai signalé que je suis un philosophe et que la critique est mon travail. Mais la critique constructive, ce n'est pas parce que tout simplement Amadou Hampâté-Bâ a dit toute chose que je dois l'avaler. Je n'avale pas. La parole des anciens est extrêmement importante et constructive. Notre ami Yaya nous le dit tout le temps. Tout le temps. Je le répète aussi assez. Les communautés traditionnelles comme pilier culturel, notre ami Djibissi que tu m'as présenté, ne fait que ça. Ce matin, on parlait effectivement des écoles africaines, etc. Je disais à Fatimata que nous avons des parents, des amis qui faisaient des colonies de vacances avec nos enfants africains, justement pour transmettre, mais aussi pour l'ouverture. On est dans Senghor, enracinement et ouverture. Donc il ne faut pas seulement borner notre enfant à regarder notre propre culture, il faut l'amener aussi à porter le regard ailleurs. Il faut qu'il émigre de ses certitudes parce que nous n'avons pas toujours la vérité. L'autre chose que je voudrais dire, les chefs, les anciens et les griots. Aujourd'hui, nos enfants ont de sérieux problèmes avec l'autorité. Avec l'autorité. Parce que tout simplement, tout est banalisé. Il n'y a pas d'interdiction. Alors moi, je suis borné, je mets un cadre. Je suis canadien. Les Canadiens, en anthropologie médicale clinique, ont créé un cadre et l'enfant éduqué doit rester dans ce cadre et de temps en temps, il va essayer de violer ce cadre. Il teste, il part, il ne sort pas. Le lendemain, il sort et il regarde le papa. Si le papa ne dit rien, le lendemain, il va rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'est là où ça commence à dériver. Regardez dans nos banlieues, on a des enfants africains et européens aussi, de 3 ans, 4 ans, qui sont dehors jusqu'à 23 heures. Ce n'est pas normal. Dans les traditions africaines, Blaise, tu es venu assez tôt en France, mais tu dois connaître ça, ou tu connais ça. À 19 heures, on disait, il faut que tous les enfants rentrent à la maison. Pourquoi? À ce moment-là, ils disent parce que le mauvais génie traîne à ce moment. Et vous voyez, on voyait des tourbillons, même des tourbillons. Et on fuyait. Dès que l'heure arrive, on fuyait. Mais l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est un mensonge par omission.
C'est tout simplement que la famille se retrouve à la maison pour discuter, échanger, etc. On a tous les enfants autour de soi. Maintenant, c'est difficile d'avoir tous les enfants autour de soi. Donc l'éducation traditionnelle, elle est importante. Elle est importante, mais il faut l'interroger. Il y a l'autorité morale, j'en ai parlé, les espaces communautaires de transmission. Même en France, notre ami, comment il s'appelle, Yaya Dianra a fait une belle expérience dans sa commune. C'est quand il a mis en place le village artisanal. Hein? Je ne fais pas de publicité par Yaya, mais je connais très bien son travail, c'est pourquoi je me permets de le citer. Les cérémonies et les fêtes, ce sont aussi des moments où on transmet notre patrimoine culturel. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Les défis contemporains sont là. Alors, je vous ai dit comment on passe de l'individu à la personne en Afrique. Maintenant, c'est le plus dur. Il faut repenser l'Afrique. Et c'est là que je vais peut-être fâcher certains. Mais comme je l'ai annoncé, je ne suis pas là pour séduire, je suis là pour convaincre. Repenser l'Afrique, c'est quoi? Je prends mon entonnoir, je mets l'Afrique dedans et je filtre. Je ne prendrai pas l'excision, je la mets ailleurs. L'excision, je la reboot. Une de mes amies a écrit « La polygamie, la douleur des femmes ». Un grand ami intellectuel m'a dit « Pape, je suis d'accord avec ce qu'elle a écrit, mais la douleur ». Je lui ai dit, comme je suis philosophe, je travaille sur les mots, j'ai dit, ne pense pas à polygamie, mais pense à la douleur, à la personne qui souffre. Ce n'est pas toi qui le vis, etc. Donc, l'excision, dans mon entonnoir, je l'exfiltre. La polygamie, oh, comme ça. Voilà. Mais la douleur, oui, elle est présente. Je ne suis pas là en train de juger nos cultures, mais on interroge nos cultures et nos pratiques. Nos habitats sont grands. Nous recevons tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit. Hier, on en a parlé, on a regardé un petit film hier, Échec et Mat, où on parlait du viol de l'oncle. Du viol de l'oncle. Alors que l'oncle joue un rôle extrêmement important dans la culture africaine. Senghor le dit très bien dans un poème qui s'appelle Tokowali. C'est Tokowali, l'oncle, qui lui apprenait les secrets de la forêt, les traditions, etc. On trouve cette figure-là aussi chez le parrain et la marraine en Occident. En Occident. Donc, comment dire encore? Donc, les viols, l'exiguïté dans les appartements, etc., surtout en France. J'enseigne que, par exemple, si j'ai des invités, moi, qui doivent rester 3-4 jours, je leur prends l'hôtel. Je ne les connais pas. J'ai des filles, je fais attention. Je prends l'hôtel un jour. Le deuxième jour, ils payent. Parce que tout simplement, il y a des somnambules, il y a des pervers, le monde est bizarre. Il faut faire attention dans la parentalité. Ah oui, ça c'est sûr. Le viol, c'est l'oncle qui a violé sa nièce. Ces deux nièces qui sont obligées de partir. Et c'est très intéressant parce que vous allez recevoir ce genre de personnes-là, parce qu'ils viennent vous voir pour les soigner. Parce qu'on ne sait pas comment partent certaines personnes. Elles partent parce que c'est la fuite. Colette, tu le dis très bien aussi. Partir, Colette, tu le dis très bien dans ton ouvrage. Ils partent pour se sauver. Mais on ne part pas de gaieté de cœur. On vient ici pour chercher le savoir. Mon ami Dianka, Oumi, tout ça, on est venu ici faire des études. Mais après, la vie fait que. Voilà. Mais il y a des gens qui quittent par la force des choses et fuient l'excision, par exemple. Quand vous allez dans les PMI et vous dites que, par exemple, vous êtes menacé d'excision, ben, on vous donne effectivement un titre de séjour, etc., etc. Je voudrais aussi parler, comment dire encore, dans cette transmission-là, du mougnou. Le mougnou, chez les Maliennes et les Sénégalais, vous vivez dans des conditions difficiles, on dit supporte. Je donnais un cours au CEMEA, c'est des travailleurs sociaux, des jeunes spécialistes, qui me disent, Monsieur Sissoko, on a rarement entendu un formateur dur, c'est gentil, quand ils disent dur, parce que je dis la vérité. Je n'aime pas le mougnou. Le mougnou aussi, je l'enlève de mon entonnoir, parce que c'est supporté. Mais comment voulez-vous supporter la douleur? Quand vous lisez le corpus de Fatimata, elle parle du silence. Du silence. Mais ce silence qui est complice. En philosophie, on dit
La philosophie est sagesse. Parce que tout simplement, l'enfant qui ne dit rien est sage. Mais est-ce que la sagesse est véritablement sagesse? Est-ce que la sagesse, ça veut dire je n'ai rien à dire? Non, la retenue est aussi un langage qu'il faut savoir décoder, et ça c'est votre travail. Je voudrais terminer tout simplement en disant que les valeurs éducatives en Afrique existent. Elles sont belles, elles sont fécondes, mais nous ne devons pas tout prendre. Nous ne devons pas tout avaler. Nous devons extirper tout ce qui ne fonctionne pas bien. La sorcellerie. Comment puis-je avoir un gars comme Blaise qui réussit dans l'informatique, qui est un cadre, etc. Je vais dans mon village et je dis, arrête-moi Blaise. La sorcellerie, le maraboutage. Fatimata, tu le connais très bien. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est une poule qu'on a mis dans son école et ça fait débat. J'en ai tellement ri. J'en ai ri. Dans son école, dans sa cour d'école, on a mis une poule. Fatimata, c'est une écrivaine, professeure au Sénégal. On a mis une poule. C'était à la veille du baccalauréat. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je leur ai dit, allez apprendre la philosophie, allez travailler avant de penser au marabout. Sinon, le marabout lui-même serait plus riche. Il aurait réussi avant vous. Je conclus. Alors, il y a aussi dans la parentalité le bilinguisme qui fait défaut. Nos parents ont des problèmes de langue. Il y a des structures en France où on peut apprendre sa culture. Nous avons maintenant des enfants qui font des vidéos. Nous avons des amis éditeurs qui écrivent. Le savoir, il est partout. Il faut vouloir aller le chercher dans les livres. Écoutez, madame qui est intervenue ce matin, il faut oser aller vers le savoir. Le savoir ne va pas forcément venir vers vous. Quelqu'un disait, ah oui, c'est notre attaché de presse. Moi, j'ai amené mon fils à 6 mois au musée et ma femme m'a dit que tu es un philosophe, tu es fou. Voilà. Mais je voulais tout simplement, en philosophie, on dit l'instruction du regard. Que mon enfant voit les couleurs à 6 mois. Mais moi, quand on me dit que tu es fou, ça ne me dérange pas. Que tu es philosophe, ça ne me dérange pas. Je suis philosophe. Et je l'assume. Aucun problème du tout. Donc mes enfants, je les ai souvent amenés avec moi, comme le disait l'autre. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à les sortir. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils ont grandi. Il y a des mutations. Ils ont changé. Il faut qu'on fasse avec ça. Le monde est complexe, mais nous n'avons pas le droit de démissionner. J'ai écrit un article où j'ai dit un parent efficace, c'est un parent responsable. Faire golo-golo dans la case, c'est facile. On peut faire golo-golo dans la case et ne pas faire d'enfants. Il y a ce qu'on appelle des préservatifs. Il y a plein de choses. Faire un enfant est une grande responsabilité. Comment voulez-vous, en France, avoir une famille de 20 personnes? Je suis l'un des rares à le dire. Un des rares à le dire. Et j'ai pris l'exemple de la Covid. Quand on a la Covid, ou bien vous avez la diarrhée dans un appartement, quand on est à F6, on a 2 WC. Mais vous êtes 20 et vous avez 10 qui ont la diarrhée. Vous faites comment? C'est là qu'on doit s'interroger. Moi, mon père a 19 enfants, mais j'ai une grande maison au Sénégal. Est-ce que c'est pareil? C'est le premier qui me dit, attention pape, est-ce que tu peux avoir ça en France? Je lui ai dit non. Je faisais ma thèse, j'étais dans une chambre de 9 mètres carrés, évidemment dans le 16e arrondissement, à côté de la Tour Eiffel, à côté du Trocadéro, parce que tout simplement, je suis intelligent, c'est à 5 minutes du lieu où je fais mes recherches. Donc j'avais une chambre de bonne. Et voilà, j'ai terminé, je sais que... Mais, alors je suis le doyen, attention. Hein. Alors, merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire que je fais confiance aux parents. Ce que je dis, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais c'est vous inciter tout simplement à regarder, à vous regarder, à repenser notre façon d'éduquer les gens. Et quand on a voyagé, on a migré de ses certitudes. On a son capital, son authenticité, mais l'ouverture d'esprit contrôlée doit être une absolue nécessité. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi. Merci beaucoup.